poursuivons ces entretiens en temps de coronavirus, de Covid-19. Nous sommes le vendredi 27 mars 2020 et donc ça fait 11 jours que notre président a déclaré « Nous sommes en guerre » dans son fameux discours. Et moi je dis, puisque nous sommes en guerre, préparons la paix, puisque le futur de la paix, ça se prépare en temps de guerre. Ça, l'histoire l'a amplement démontré, donc prenons les devants, puisque la paix ne va pas tarder à revenir. C'est une question de semaines, ou alors... voilà, cette paix-là, il faudra bien la faire, et sortir de cet état de guerre. Voilà. Contre un danger qui certes est là pour quelques-uns et qu'il faut protéger, mais est-ce qu'on s'y prend vraiment bien plutôt que de les protéger eux? Est-ce qu'il faut vraiment faire en sorte que tout le monde se sente coupable et que tout le monde soit une bombe bactériologique en puissance, tandis que les plus exposés ne sont pas obligés de rester chez eux et donc se mettre en danger? Voilà. Alors, le but de ces entretiens, c'est de parler de façon libre avec des outils d'investigation de la connaissance qui sont mis malheureusement hors la loi depuis quelque temps, alors qu'ils sont largement pratiqués par les gens justement qui font la loi et qui sont eux-mêmes dans des groupes qu'on appelle des sociétés secrètes, en particulier les francs-maçons, quoi. Où on parle d'astrologie, de mythologie, d'ésotérisme, etc. Et alors, si ces connaissances sont pratiquées par nos magistrats, nos universitaires, nos hommes politiques, nos militaires, nos cadres de la loi, de la police, nos médecins, nos notaires, nos hommes politiques, donc ça va, on est rassuré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de danger. Ils ne peuvent pas être dans l'ignorance, ça ne peut pas être n'importe quoi, sinon ils n'y passeraient pas, ils ne seraient pas dans des loges comme ça, ils n'y passeraient pas du temps, parce que ce n'est pas des farfelus, leur temps est précieux, c'est pas dangereux, parce que ce sont eux qui veillent sur nous, et ce sont les garants, les gardiens de la révolution, des lumières, de la raison, du progrès, etc. Donc c'est pas dangereux. Donc on peut en parler, et si c'est bon pour eux, c'est bon pour tous, à plus forte raison, puisque ce sont eux qui savent mieux que nous comment nous gouverner, puisque nous sommes dans une république, et non pas une démocratie, comme disait l'abbé Sieyès, nous sommes dans une république représentative, nous sommes en représentation, d'ailleurs un peu à tous les points de vue, sur cette scène politique, par des hommes politiques qui représentent la volonté du peuple, mais avant tout, théoriquement, qui sont là pour mener le peuple vers le progrès, vers le bonheur, depuis l'esprit des Lumières, XVIIIe siècle, et grâce en particulier aussi au travail, au libéralisme, puisque révolution, esprit des Lumières, libéralisme, république, tout ça, ça va ensemble. Et donc, ces disciplines qui peuvent nous permettre de comprendre le monde, de le transformer, de nous comprendre nous, d'être plus libres, d'être souverains. Parmi elles, il y a la mythologie et il y a l'astrologie, qui sont des moyens magnifiques de comprendre le fonctionnement du monde et de l'âme, de l'esprit humain, à travers des cycles qui prennent la forme d'images. Par exemple, les signes astrologiques qui correspondent en gros à un mois multiplié par 12, et les 12 signes, chacun représente une énergie, une métamorphose des saisons, de la nature, de la psyché humaine, des cycles à grande échelle, et résume les énergies, les influences que vont recevoir les personnes qui vont être natives de ce signe, avec toutes les nuances d'usage, évidemment, l'ascendant, la position des planètes, etc. etc. Voilà. Et donc c'est extrêmement intéressant de voir ensuite comment tout cela se combine, et les grands cycles au niveau planétaire, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un cycle très important,
avec l'entrée de Saturne en Verseau, qui va être en conjonction avec Jupiter et avec Pluton. Et ça, c'est une conjonction qui ne s'est pas passée depuis la fin du Moyen-Âge, la Renaissance, et on peut trouver ça donc, sur Internet. Tout à l'heure, j'ai cité une astrologue suisse, Sandrine Gaudin, je crois, dans une revue suisse, un article daté du 7 janvier 2020, et c'était extraordinaire. Elle parlait de cette configuration-là, hein, c'est extrêmement important. Donc, voilà, ça c'est l'astrologie. Et la mythologie, eh bien, ce sont les archétypes, que ce soit des faits qui ont existé il y a très longtemps ou des faits historiques qui ont été ensuite transformés en mythes, ou que ce soit des expressions de l'esprit humain, eh bien, l'étude de la mythologie permet de comprendre les lois, justement, de l'esprit humain, de nos comportements, de nos actions, l'inconscient, comme il s'exprime par le rêve, qui dit des choses extrêmement profondes sur nous, qui nous permettent de nous comprendre et de comprendre les lois de notre action et de nous déprogrammer, ou au contraire de nous brancher à des choses qui sont extrêmement profondes, extrêmement belles, extrêmement importantes. Les mythes que les peuples se transmettent sont comme des rêves prémonitoires, parce qu'aussi l'histoire se répète et que comme le mythe parle de l'esprit humain, et bien comprendre le mythe, c'est comprendre aussi comment l'histoire risque de se répéter. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de s'intéresser à ça. Et voilà, des personnes comme Freud, Jung ont bâti leur système psychologique sur l'interprétation des mythes grecs, mais les autres mythes sont aussi extrêmement intéressants. Disons que les mythes grecs, et ce qui passe aussi dans la Genèse, ce qui est le domaine en fait du Proche-Orient et du monde grec, c'est davantage l'expression de pensée en tant qu'issu d'une culture grecque, judéo-chrétienne, mais il faut aussi s'intéresser aux mythes celtiques et aux mythes des peuples indo-européens aussi, dans leur ensemble. Je pense aux mythes perses, je pense aux mythes indiens. La mythologie indienne, c'est extrêmement important. Voilà. Bon, alors, je sais que l'expression indo-européenne, c'est une expression qui est un peu suspecte, hein, mais là j'en parle comme une catégorie du savoir. Voilà, donc c'est extrêmement intéressant de s'intéresser aux mythes. Et donc dans cette configuration astrale exceptionnelle, avec Saturne en Verseau, Saturne qui opprime le Verseau, les foules, la révolution, qui sépare les gens, qui les castre, etc. Saturne, le dieu qui castre son père et qui dévore ses enfants, hein, qui est seul à exister. Comprenons ce qui est en train de se passer. Parce que le mythe nous permet de comprendre l'actualité de l'histoire en cours, voilà, qui va s'exprimer à travers des comportements humains que les mythes ont exprimés et qu'on s'est transmis comme ça, précieusement, comme des contes, comme des fables de La Fontaine, parce qu'il y a des vérités à l'intérieur qui se répètent en permanence. Et ne nous censurons pas, hein. Pourquoi ces bons bergers et guides des peuples voudraient-ils empêcher leurs sujets d'accéder à ce qui est bon et qu'eux-mêmes pratiquent? Et je dis aussi aux rationalistes et matérialistes de gauche qui prétendent amener par la raison unique l'humanité au progrès, la liberté, l'égalité, tout ça, qu'en réalité ils font le jeu de leur maître. Ils font le jeu de ceux à qui ils s'opposent, ils se comportent comme les prêtres du temps passé, les prêtres de l'Ancien Testament ou des anciennes religions. Je précise que moi-même, personnellement, je suis croyant, hein, j'essaie d'être aussi spirituel que je peux, et en cohérence avec ces valeurs spirituelles, mais les clergés, malheureusement, même si elles ont transmis des traditions qui sont bonnes, souvent ont été des outils d'oppression, qui n'ont pas amené vraiment à l'émancipation des peuples pour le bien de tous, et ont régné la plupart du temps avec les pouvoirs temporels. Et donc, lorsque les matérialistes de gauche
disent oui, tout ça c'est de l'obscurantisme, l'astrologie, la mythologie, même la psychanalyse, hein, parce qu'il y a un enjeu pour posséder la conscience et expliquer le monde uniquement par la lutte des classes et pas par la théorie de l'inconscient, et tout ça c'est pas contradictoire, tout ça, ça existe, mais eux ils veulent l'exclusivité. Et moi je leur dis, vous faites le jeu de vos maîtres, parce que vous vous soumettez à une dictature scientifique et avec des gens qui ne veulent pas que les gens se réapproprient leurs moyens de comprendre le monde et de le transformer. Et la moindre des choses, quand on prétend être dans une démarche scientifique ou épouser le progrès, eh bien c'est d'abord d'épouser la démarche expérimentale, c'est-à-dire en ce qui concerne la mythologie, la psychologie, que ce soit la psychanalyse freudienne, jungienne, lacanienne, la psychogénéalogie ou l'ethnopsychiatrie, hein, eh bien, je leur dis expérimentez l'astrologie, la mythologie, tout ça, suivez le protocole, étudiez, observez vos rêves, montez des thèmes astraux, et puis pour ce qui est du domaine spirituel, méditez, pratiquez la méditation, pratiquez le yoga, priez, pratiquez la médecine douce, etc. Et vous verrez s'il n'y a rien qui se passe. Si vous suivez le protocole, c'est exactement comme quand on fait une expérimentation, il y a des choses qui vont se passer. Parce qu'il y a des gens qui font ça depuis des milliers et des milliers d'années, qui ont sauvé leur vie, qui ont sauvé énormément de vies, et c'est criminel de dire que ça n'existe pas sans l'avoir expérimenté, et c'est contraire au protocole scientifique, le protocole expérimental, qui consiste à reproduire l'expérience avec les outils de celui qui a réalisé l'expérience avec succès. Voilà. Donc faites-le, soyez honnêtes, sinon votre parole n'est pas légitime tout simplement. Il vous faudrait mieux de vous taire parce que vous êtes en train de faire des choses très très graves. Très très graves. Alors, à propos de gravité de la situation, j'avais parlé à la fin de l'entretien précédent de ce qui s'était passé en 2009, parce qu'on a tendance à beaucoup trop oublier. En 2009, c'était la grippe porcine, rebaptisée grippe H1N1 ou grippe A. Et là, les pouvoirs publics, l'industrie pharmaceutique, Roselyne Bachelot, voulaient vacciner des dizaines de millions de Français, et on voulait faire ça dans le reste du monde, avec le Tamiflu, un vaccin extrêmement périlleux avec de l'aluminium, du mercure, du squalène à forte dose. Et des professionnels de santé, heureusement quelques-uns, et la population, avec son bon sens, avaient fait obstacle à cela. Mais qu'est-ce qui se serait passé, hein? Donc je pose la question aux médecins, si en 2009, 60 millions ou 30 millions de personnes avec des pauvres petits-enfants, des personnes âgées, avaient été vaccinées avec le Tamiflu, sachant les conséquences qui ont été maintes fois attestées de la vaccination sur l'hépatite B et tout ça, qu'est-ce qu'on aurait eu aujourd'hui comme problème de santé en France? On aurait eu un nouveau scandale comme l'amiante, comme le Mediator, comme ces choses-là. Hein? Et aujourd'hui, vous auriez tout ce poids sur la conscience, vous les politiques, vous les professionnels de santé, et toutes les autorités qui n'ont rien fait contre. Voilà. Et donc c'est uniquement le bon sens de nous, la population, et de médecins et de professionnels de santé dissidents, qui ont fait qu'on a évité la catastrophe. Voilà. Et donc, dites-vous cela aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de provoquer une catastrophe économique avec ce qui se passe en France et dans le reste du monde, soi-disant pour protéger les plus faibles. Mais alors, pourquoi, je repose la question, ces plus faibles, les personnes âgées, les fragiles, etc., pourquoi on ne leur a pas dit restez prudemment chez vous, on va tester les personnes avec lesquelles vous allez être en relation, qui vous apporteront à manger, qui vous feront des soins, etc. Et comme ça, vous serez protégés. Parce qu'il y a quand même suffisamment de solidarité, de services sociaux, etc., hein, de la famille, des structures, pour permettre cela. Voilà. Et tester les personnes qui seraient en contact avec elles. Bon. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce qu'ils ont commencé à faire en Angleterre, d'isoler les personnes les plus sensibles. Donc il faut faire extrêmement attention, parce que là, on est en train de créer des choses
un effondrement de l'économie. Alors oui, effectivement, moi je suis écologiste, hein. Je me réjouis du fait qu'on pollue beaucoup moins, mais en même temps, je sais aussi que tout ce qui est virtuel, tout ce qui est internet, portable, etc., ça fait fonctionner des industries, enfin des centrales nucléaires énormément, et ça pollue aussi énormément. Voilà, donc il ne faut pas croire. Alors parlons des mythes, après avoir parlé d'astrologie, parlons des synchronicités. Les synchronicités, c'est simplement le fait que tout est relié, parce qu'on vit dans un monde où nous sommes simplement nous-mêmes le fruit des métamorphoses de l'univers sur des milliards d'années, et nous portons tout cela, et tout est relié dans la nature. Ça, ceux qui ont observé la nature dans le passé l'ont bien démontré, et jusqu'aux dernières découvertes de la physique quantique, avec l'intrication quantique qui montre que quand on touche à une particule qui a été divisée en deux, la partie sur laquelle on va agir va influencer celle à laquelle elle était unie. Et comme nous étions bien tous reliés à l'origine, ou que nous respirons encore le dernier soupir, la dernière bouffée d'air de Jules César, pour reprendre le titre d'un livre, puisque nous sommes tous reliés, voyons que les choses aussi s'expriment par des signes. Par contre, là, il faut du discernement. Maintenant, nous sommes dans un monde qui fonctionne en analogie, et nous sommes reliés, et en tant que partie de la nature, les choses que nous exprimons font partie de la nature et sont reliées à d'autres choses de la nature. Et donc, c'est ce qui fait le génie du rêve, de la poésie, du mythe, qu'on va retrouver dans la psychanalyse. Donc, c'est le fait de pouvoir interpréter les choses par analogie. Aujourd'hui, dans cette situation de guerre, avec l'apparition d'une nouvelle peste, le coronavirus, eh bien, je me suis dit, mais c'est marrant, ça ressemble vraiment au scénario de la tragédie grecque et au scénario de la tragédie de Sophocle, Oedipe roi. En fait, on a mal traduit Oedipe roi. En grec, c'est Oedipe tyran. Et déjà, c'est intéressant, parce que le tyran, en Grèce, c'était une personne qu'on élisait en cas de force majeure, en cas de guerre, par exemple, ou de situation de crise, que la population élisait pour avoir les pleins pouvoirs. Et si on voit comment notre président, Emmanuel Macron, a été élu en 2017, oui c'est ça, il a été élu pour faire obstacle à un danger terrible qui était le Front National. C'est-à-dire qu'il a fait l'union de la démocratie, de la République, du peuple français, contre un danger qu'on a désigné comme étant celui du Front National. Voilà. Et donc il n'y avait pas d'autre alternative que de voter pour lui, sinon on se rendait coupable d'élire une fasciste, qui raciste, fasciste, etc., qui remettait en question la démocratie et qui nous ramenait quasiment autant d'Hitler, ou alors dans une situation d'effondrement économique, puisque c'était ça aussi la menace, avec des gens, on disait, incompétents du Front National, donc il valait mieux élire le Golden Boy de Rothschild, qui avait d'ailleurs vendu une partie de la défense française aux États-Unis, à l'époque où il travaillait dans le cabinet de François Hollande. Il a vendu une partie d'Alstom, Emmanuel Macron, aux États-Unis, en disant on ne peut pas intervenir sur le marché, la France n'est pas le Venezuela, et donc aujourd'hui, la France a perdu, à cause d'Emmanuel Macron, notre président, sa souveraineté en matière de défense, puisque ça a été vendu, je crois, à General Electric, en tout cas à un grand groupe américain. Il y a des très bons reportages qui sont faits sur ça, qui étaient passés sur Public Sénat. Et donc, la France ne maîtrise plus la chaîne de son armement nucléaire. Alors, moi, en tant
personne beaucoup plus proche de la sensibilité écologique. Évidemment, je ne suis pas pour l'industrie nucléaire. Par contre, je suis pour que les pays aient quand même une force de dissuasion, et je ne considère pas que les États-Unis soient les plus grands protecteurs